j'avais 25 ans, j'étais tout jeune, donc diplômé. Je me suis retrouvé une année à passer dans son service, qui était un tout petit hôpital, c'était 4 salles uniquement, un patron, des assistants, un adjoint. Et ma foi, il m'a pris à l'époque sous mon aile, comme il a fait Jean-François, qui lui, je crois, a passé 2 ans chez M. Vansenberg. J'avais demandé à Jean-François de faire d'ailleurs cette lecture, parce qu'il le connaît peut-être encore mieux que moi. Là, c'est pas... Il faut orienter l'ordinateur et appuyer sur le... Oui, donc, c'est le plus bas. Voilà. Voilà. Ok, c'est parfait. Merci. D'accord. Mais je vais parler plus. Je vais essayer de parler plus. Et donc, c'est ainsi qu'il m'a pris un tout petit peu sous son aile. Et que, bon, ben, à cette époque-là, dans 4 salles, dans un petit quartier opératoire, étant le seul assistant, il m'a raconté au cours de cette année énormément de petits éléments. Comme vous voyez, il a été réellement un élément fondateur de l'anesthésie loco-régionale, tout spécialement en obstétrique, toujours excessivement préoccupé par la qualité et la sécurité de ce qu'il entreprenait, et en plus, c'était un grand patron. Vous allez vous en rendre compte tout de suite. Il était animé d'une curiosité sans fin, et ce jusque même bien après sa pension, avec un désir unique de transmission, et il est également un vrai fédérateur. Il a commencé sa carrière en 51, c'est pas une diapositive. À l'époque, l'anesthésie se faisait en 3 ans, mais de manière assez surprenante, du moins pour moi même à l'époque. Une fois son cursus terminé, il se retrouve au Canada, à Utrecht et au Karolinska. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était le Karolinska, mais je me rappelle qu'il me disait, pour de la chirurgie thoracique, parce qu'il était allé là-bas pour de la chirurgie thoracique, que c'était le tout début des PH, donc PH dont ils avaient le résultat le lendemain, et ils ajustaient la ventilation du patient le lendemain en fonction des résultats de la veille. C'était vraiment une autre époque. Et Jean-François me disait tout à l'heure qu'il était revenu à l'époque en Belgique avec un Engström. Et il va continuer à sillonner le monde. Et à Courtrai déjà, il contacte Beaufort parce qu'à l'époque, la Marcaïne n'était pas commercialisée par Astra, elle était commercialisée par Beaufort. Et vous voyez que ces industries pharmaceutiques étaient particulièrement performantes, vu qu'en septembre, bien avant que les cardiotoxicités ne soient décrites, l'industrie pharmaceutique démontrait que les mélanges racémiques étaient beaucoup plus toxiques. À l'époque aussi, déjà, les obstétriciens aimaient beaucoup la marque A05 parce que, vous allez voir par la suite, ça leur permettait d'instrumenter allègrement, à une époque où l'instrumentation donnait droit à un code supplémentaire. Mais heureusement, certains de ces obstétriciens étaient de bons cliniciens, et M. Vincent était un vrai bon clinicien. Il se rendait compte que ces blocs moteurs étaient particulièrement contraignants. Et il n'a déjà, parce qu'on a montré des publications de 1970, déjà à cette époque-là, à Courtrai, il bascule, diminue les concentrations et passe de la marque A05 à la marque A0125 en privilégiant des grands volumes. C'est la marque A0125 que l'on va retrouver dans notre pratique courante jusque dans les années 2000, bien souvent. Mais la situation politique en Belgique, nous avons des mines, nous avons de la chirurgie et nous avons eu Edmond Le Burton qui avait comme idée de calquer le mode de remboursement de nos honoraires sur le mode des Anglais. Ce qui fait que, et ça c'est les aînés, c'est M. Lamy peut-être qui peut peut-être prendre le relais, et parce que j'étais à peine né à cette époque-là, c'est M. Van Steenberg, mais c'est l'ensemble de la Belgique qui va se fédérer au cours des années 60, 63, 65, et vous retrouvez cette première photo de M. Van Steenberg qui est noyé sous les papiers parce qu'il est cofondateur, qu'il est le premier président
de ce mouvement syndical qui était particulièrement dur. Imaginez 10 000 médecins belges, et on se retrouve à la une du Monde, on se retrouve dans New York Times, et même dans des tout petits quotidiens ici, l'Impartial, qui est un quotidien neuchâtelois et jurassien. Donc c'est le monde qui parle, le monde entier, qui parle de cette grève. Grève particulièrement sévère, 10 000 médecins belges font la grève, saturent les hôpitaux en quelques jours d'indications et de mise au point un tout petit peu légères, tant et si bien que le gouvernement décide de réquisitionner tous les médecins, tous les hommes à l'époque faisaient leur service militaire, décide de réquisitionner les médecins. Le monde médical étant particulièrement bien informé, alors que l'on n'avait pas de GSM ni quoi que ce soit, semblerait-il, par des systèmes de pyramide téléphonique. Ce sont l'ensemble de ces réservistes qui franchissent la Belgique à l'avantage d'être un tout petit pays, qui franchissent les frontières et se retrouvent, qui, je suppose, pour les Liégeois en Allemagne ou au Luxembourg, et pour les autres en France ou en Hollande. Hélas, par la suite, il y a des concessions qui sont faites, la grève prend fin, et M. Van Steenberg vouera au monde politique un certain mépris par la suite et ne s'occupera plus de ces aspects-là. Comme l'a dit Marcel, il va perdre son boulot, il va se faire éjecter de Courtrai, et il mettra à profit cette année plus ou moins sabbatique pour écrire un livre dont Jean-Louis est le dépositaire, mais que je n'ai jamais vu. Où est-ce qu'il est, Jean-Louis? Il est là. Donc il y a peut-être des exemplaires. Mais surtout, il prend une fois de plus son bâton de pèlerin, s'en va aux États-Unis, et vous voyez les gens qu'il rencontre. C'est Brummich, Münkler, Gravenstein, Bonica, Schneider, ce ne sont presque que les textbooks. Et par la suite, c'est un livre que j'ai à la maison, vous voyez, il rencontre et connaît très bien Moore. Dit même pour Brummich, qui, de temps à autre, j'ai eu l'occasion, comme ça, j'étais invité un tout petit peu à l'improviste par M. Van Steenberg pour rencontrer X et Y. Brummich qui m'a fait une petite autographe à ce niveau-là. Dans la foulée, il se retrouve à Sainte-Anne, où il continue, bien entendu, à publier tout doucement sur la pharmaco des anesthésiques locaux, à une époque où, comme l'a dit Marcel, Crawford publie et recommande, regardez bien, toujours des solutions de marque à 0,5 à 8 et 10 ml, avec forcément un taux de forceps catastrophique de l'ordre de 60% chez les primipares. Et lui en profite pour publier son expérience, et comme l'a dit Marcel, avec, hélas, et de manière assez surprenante, des obstétriciens, parce que notre communauté n'était pas nécessairement excessivement fort concernée par l'analgésie obstétricale. On le retrouve avec la marque à 0,125. Il avait d'emblée remarqué que la 0,125 seule n'était pas miraculeuse. Il y avait adjoint de l'adrénaline, et par la suite, c'est une publication qui a déjà été mentionnée, c'est la 0,125, cette fois-ci dans l'anesthésiologie. À cette époque-là, en fait, quand on regarde bien, je ne connais pas tout le monde en Belgique, monsieur Schlamine, mais on se retrouve dans des très 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 gros papiers, c'est une British Anesthesiology. Mais ce qui est de plus amusant encore, c'est ce qu'en dit Brummich. Vous connaissez tous son textbook, ce sont des prix, ce sont des prix, c'est monstrueux. Mais il a droit à un tout petit chapitre. Et il donne la recette de M. Van Steenberg, qui est toujours la 0,125 adrénalinée à l'époque, et il écrit quelque chose de tout à fait personnel. Notre expérience est excessivement, most gratifying, est extrêmement positive, et confirme les découvertes de Van Steen. L'analgésie est étonnamment belle, sans failure, avec des niveaux parfaits et des doses cumulatives qui sont relativement basses. Et c'est l'une des grandes leçons, en tout cas, c'est que les consommations horaires d'anesthésie locale que l'on a avec la marque à 0,125 adrénaline sont toujours inférieures à 10 mg par heure. Et même maintenant, avec les PIB, il est difficile d'atteindre ces concentrations. Là encore une fois, toujours dans ce papier de Brummich, on voit que la 0,125 fait aussi bien que les autres concentrations, avec beaucoup moins de blocs moteurs, et les consommations horaires
beaucoup moins importante. Cet épisode de grève en 63-64, tout le monde n'est pas à l'origine d'un mouvement syndical qui sort de n'importe où, de nulle part. Je vous ai dit, il y a un aspect qui est extrêmement fédérateur chez M. Vansenberg. Il essaie d'entraîner tout le monde dans son sillage. Et c'est Bonica qui lui susurre à l'oreille de fonder l'équivalent de l'ASRA qui existait déjà aux États-Unis. Alors pourquoi le demander à un Belge? Pour la petite histoire, mais Bonica avait fait la réponse suivante. Le proposer à un Allemand en lendemain de la guerre, c'était un tout petit peu difficile. Le proposer aux Anglais restera une société tout à fait insulaire. Le proposer aux Français, ça sera un tout petit peu francisant. Van Steenberg avait les connaissances, les relations, et quand vous voyez, c'est un peu le congrès fondateur, c'est à cette occasion-là que Van Steen prend la main de Scott et de Nolte. Quand vous voyez la qualité des orateurs, c'est assez impressionnant. Vous avez Bromwich, Bryden Moon, Stanton Hicks, Crawford, Holman, Daniel Moore, Osteiner, Schneider, Finster, etc., etc. Ils sont tous présents à Heidelberg. Dans la foulée, l'ESRA est fondée ici en Belgique, dont il devient le secrétaire, vu que c'est lui qui est le moteur de la structure. Et le premier congrès se fait à Édimbourg. Et une fois encore, vous retrouvez les noms. Vous avez Winnie, Bryden Moore, Van Steen, Katz. Tous sont présents à cette occasion. Grosse publication, c'est Marca Sulfata Adrénaline. Vous retrouvez les doses de Bupi 12.5 Sulfata avec une dose encore un tout petit peu élevée. J'étais à Saint-Anne lorsque cette publication a été faite. Et j'ai mis la photo de Janssen. Je crois qu'il y a quelques Français dans la salle. Je ne sais pas si vous savez qui est Janssen. Janssen Pharmaceutica. Paul Janssen? Oui. Oui. Ah oui, c'est génial. Bon, nous, on n'est pas n'importe qui, on est des Français. Oui, je sais. Janssen, c'est aussi, c'est Fanta, c'est DHB, c'est Fantérance, c'est le kétonazole, c'est monstrueux, c'est toute la pharmacologie en anesthésie en tout cas. Et avec ce papier-ci qui est extrêmement important, qui sont des papiers fondateurs, qui est un proche, que Van Zundert a été par la suite le secrétaire de l'ESRA. C'est une très belle étude où il a comparé de manière simpliste 15, je ne sais pas si c'est 15 mg de Marca avec 12,5. 15 mg en 3 ml versus 12 mg en 10 ml et a montré que les pharmacodynamiques étaient indépendantes du volume et étaient dépendantes uniquement de la dose. Par la suite, et ça se chevauche un tout petit peu, au départ, la séquentielle en obstétrique, Vansenberg s'y est intéressé. Marcel, ça, je ne connais pas l'historique précis, tu le connaîtras mieux que moi. Mais moi, ce qu'il m'a dit à l'époque, c'est qu'il avait reçu comme topo la rachianesthésie pour les césariennes. À l'époque où la rachie était bannie, proscrite, et il a rencontré Dittmann, qui lui, à cette époque-là, se servait de 29. Et c'est ainsi, et ça c'est une dia de Marcel. Marcel, tu reconnais? Oui. Et avec des publications avec Philippe Chabot. Et par la suite, on a continué à publier le service et qu'il l'avait quitté. Je me suis servi gentiment de son nom pour faire que mes papiers soient acceptés. Par la suite, il a de fait été consultant un tout petit peu à la CUL et à l'UIA, et surtout il a repris son bâton de pèlerin et est parti à chaque fois plusieurs mois dans différents pays, si je me souviens de la Roumanie, la Slovénie, la Lituanie, pour former des gens dans tous ces pays. Il a terminé sa carrière en étant honoré aussi bien à l'ASRA que à l'ESRA. Voilà, je vous remercie.
merci pour cet éclairage original sur Wanzenberg. On en discutera tout à l'heure. Maintenant, la parole est à celui sur mon papier, Jean-Pierre Lecoq. J'espère que je le